Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette petite vidéo sans prétention. En ce moment j'enchaîne les pseudo-tops, les vidéos un petit peu plus faciles à faire que d'habitude car j'ai plusieurs gros projets en préparation et que sinon je n'aurais juste pas le temps de les mener à terme. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent malgré tout et pour l'occasion je vous ai choisi une thématique que je trouve plutôt originale. Les personnages de médium dans les films d'horreur. Vous savez, ces personnages que l'on va voir quand on veut connaître son avenir, quand on veut bénir sa maison, parler avec les morts, ou même, pourquoi pas, réaliser un exorcisme. Enfin bref, des protagonistes multifonctions, souvent bien pratiques pour proposer une réponse ou même un affrontement entre nos héros et les entités maléfiques qui les tourmentent. Eh bien, je vous ai concocté une petite sélection de 10 médiums qui apparaissent dans des films d'horreur, qui vont de l'œuvre culte que vous aimerez sans doute retrouver, aux petits films méconnus, mais que j'ai envie de mettre un petit peu plus en avant. L'idée étant de voir comment ces personnages sont utilisés dans leurs longs métrages respectifs et à quel point cela peut différer. Et je vous propose en plus de choisir dans les commentaires l'un de ces médiums pour lesquels je ferai un petit épisode de mon bestiaire de l'horreur. Pour choisir, c'est très simple, vous mettez en commentaire le médium qui vous intéresse le plus et celui qui aura le plus de petits likes sera l'heureux élu. Pour finir, je sépare bien les médiums des personnages qui possèdent des pouvoirs psychiques et qui ont souvent des fonctions un petit peu similaires. Je me suis vraiment arrêté à ces personnages que nous allons voir pour leur demander leur aide. Mais si ça reste tout de même un petit peu obscur pour vous, rassurez-vous, cela va vite être plus clair. Et juste avant d'entrer enfin dans le vif du sujet, vous serez heureux d'apprendre que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, le fameux RPG au tour par tour qui vous permet de collectionner plus de 500 champions tous plus stylés les uns que les autres et de les équiper avec des centaines d'artefacts uniques afin de constituer une équipe qui vous ressemble, revient avec des tas de nouveaux défis pour fêter l'arrivée de l'été. Que vous soyez un collectionneur dans l'âme, un joueur solo prêt à tout pour terminer les nombreux donjons du jeu ou un joueur PVP avide de massacrer les milliers d'autres joueurs pour être le meilleur, Raid Shadow Legends vous ravira. Donc foncez et préparez-vous à vous lancer dans des aventures plus folles les unes que les autres. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Perso, ce que je préfère, c'est vraiment de collectionner tous ces personnages hauts en couleur, surtout ceux qui sont les plus démoniaques et qui auraient tout à fait eu leur place dans un film d'horreur. À côté de ça, l'un des gros avantages du jeu, c'est sa monstrueuse communauté, monstrueuse dans le sens gigantesque, et qui compte presque 2000 joueurs qui ont commencé dès le lancement du jeu et qui sont toujours présents. N'hésitez pas à les défier ou à rejoindre un clan pour progresser auprès de vos frères d'armes. À côté de ça, bien entendu, 5 nouveaux champions sortent et sont prêts à rejoindre nos équipes dès à présent. Et pour avoir accès à tous ces avantages, rien de plus simple. Pour avoir cette énorme longueur d'avance sur les autres joueurs, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui apparaît en ce moment sur votre écran et vous obtiendrez en plus un champion épique Konoru, incroyable pour le challenge de la tour de malheur, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que vous entrerez dans le jeu. Tous ces trésors vous attendent tout simplement ici, donc foncez, car ces récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et seulement pour les nouveaux joueurs. Merci beaucoup à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo, et du coup, nous pouvons maintenant passer à la sélection, qui, je le rappelle, n'est pas un top. On commence par l'une des, si ce n'est la plus évidente, à savoir cette très chère Tangina Barons de Poltergeist. C'est l'un des personnages de médium les plus iconiques du cinéma d'horreur qui en a inspiré de nombreux autres, comme nous le verrons peut-être dans la suite de la vidéo. Et pour cause, elle dégage exactement ce qu'il faut pour ce genre de film. Appelée en dernier recours par notre famille aux prises avec un esprit frappeur terriblement puissant, elle-même possède une sorte d'aura surnaturelle qui lui donne immédiatement le crédit dont elle a besoin en tant que médium. Sa petite taille, son look extravagant, sa petite voix criarde, tout participe à nous donner l'impression qu'elle débarque d'un autre monde et nous n'avons pas de mal à la croire quand elle se présente comme une spécialiste de ce genre d'affaires. D'autant que même sa réputation la précède et qu'elle est présentée comme l'une des meilleures à ce niveau-là. Interprétée à la perfection par la légendaire Zelda Rubinstein, elle participe grandement à sauver la famille Freeling de par ses connaissances incroyables, son courage face à la puissance de l'antagoniste, mais aussi sa force et la façon dont elle va guider la famille qui lutte face à un ennemi inconnu, allant jusqu'à entrer dans une autre dimension. Bref, si vous avez des problèmes avec des morts qui ne veulent pas s'en aller, avec des esprits non humains surpuissants et que toutes vos autres solutions se sont révélées inefficaces, Tangina Barons est LA médium qui pourra potentiellement vous aider à vous sortir de cette situation délicate. Et si vous ne la connaissiez pas encore, foncez voir Poltergeist. This house is clean.
Un peu moins classique, mais néanmoins très connue quand même, Annie Wilson dans The Gift de Sam Raimi est une médium un petit peu différente. Elle gagne sa vie en lisant dans les cartes, ce qui fait d'elle une célébrité locale dans sa petite ville du sud des États-Unis. Contrairement à Tangina Barons, qui reste un personnage secondaire de Poltergeist malgré son importance et son impact, Annie est ici l'héroïne du film, et de ce fait l'intrigue tournera beaucoup autour d'elle, logiquement. De plus, elle est, pour sa part, une femme tout à fait ordinaire qui tente d'élever le plus dignement possible ses 3 fils depuis la mort de son mari au sein d'une communauté pas toujours facile à supporter. Alors qu'elle se contente d'essayer de lire l'avenir de ses clients dans les cartes pour payer ses factures, elle se retrouvera mêlée à une sordide affaire de disparition pour laquelle ses pouvoirs seront mis à contribution par la police et l'entourage de la disparue. Et même si le titre du film fait évidemment référence à ses dons de médium, il parle surtout de ses dons de mère, et plus largement de femme, qui doit littéralement se battre pour réussir à faire vivre sa famille dans une petite ville aux habitants très machistes, souvent très violents avec les femmes, qui subissent toutes à leur manière une routine peu évidente. Dans The Gift, Annie Wilson, interprétée par une Cate Blanchett géniale, est donc avant tout une femme, et les conflits ou différents problèmes qu'elle doit gérer à cause de sa condition de femme indépendante et forte, donc, sont symbolisés par ce travail de médium peu conventionnel et vu d'un mauvais œil par toute une partie de la population. Une façon brillante d'utiliser un personnage de médium, je suis certain que vous en conviendrez. Nouveau spécimen, et à nouveau, nous sommes devant un personnage totalement différent. Neo est un jeune homme d'environ une vingtaine d'années, appelé en renfort lors d'une émission de télé-réalité, durant laquelle des idoles accompagnent des moines et des exorcistes pour aider des familles possédées ou hantées par de mauvais esprits. Seulement voilà, aucun des prêtres ou exorcistes, même les plus expérimentés, n'arrive à aider la famille Kaneda, harcelée par des forces malveillantes particulièrement tenaces et puissantes. Neo est un jeune excentrique, effronté, qui ne se plie pas aux règles de politesse et de respect si importantes aux yeux des Japonais, se moque des anciens et de la production de la chaîne de télé-réalité qui l'engage, mais possède tout un tas de pouvoirs réels qui lui permettent d'affronter ces forces surnaturelles qui menacent la famille Kaneda. D'ailleurs, ce personnage rappelle le duo de jeunes médiums que l'on peut voir dans un autre film de Koji Chiraichi, Sadako vs Kayako, durant lequel il essaye de protéger des jeunes filles maudites des 2 célébrissimes fantômes. Chiraichi, que j'ai eu la chance d'interviewer, explique lui-même qu'il aime quand l'antagoniste surnaturel se voit opposé de la résistance qui arrive finalement assez rarement dans l'horreur japonaise, qui voit ces fantômes souvent invincibles et impossibles à affronter. Ici, le combat peut être mené grâce à des personnages comme Neo, interprété par Ryosuke Miura, et qui est la dernière solution de la famille Kaneda et de la production de l'émission. En plus de ses pouvoirs, il a d'immenses connaissances occultes sur le monde des esprits et celui des morts et a d'authentiques talents d'enquêteur. Cependant, même lui, habituellement si sûr de lui, va vite se rendre compte que cette fois, l'ennemi est plus puissant que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Voilà de quoi vous donner envie de découvrir ce personnage ainsi que culte de Koji Chiraichi. Cette fois, direction la Pologne pour un film dont le titre est particulièrement évocateur, Medium de Jacek Koprowicz. Désolé pour ma prononciation. Ici, Stefan Horwitz est un antagoniste et pire encore, c'est le plus puissant des médiums imaginables. C'est du moins ce que nous explique le couple Wagner, eux-mêmes médiums réputés depuis de nombreuses années et qui craignent grandement les pouvoirs de ce Horwitz au sombre dessin, et malgré toutes leurs tentatives pour aider la police à le freiner, rien ne semblera pouvoir empêcher ses plans d'être accomplis. Car Horwitz est capable de posséder le corps d'autres êtres humains et les obliger à se plier à sa volonté, ainsi que de manipuler des objets à distance, ou surtout, repousse les limites de la mortalité humaine, et je reste volontairement vague sur ce point. Ici, les médiums sont des personnages indépendants et puissants qui vivent dans une Pologne occupée par les nazis, qui, bien évidemment, aimeraient bien mettre la main sur ces individus aux dons surnaturels, comme vous vous en doutez. Nous assisterons donc aux affrontements à distance entre plusieurs médiums et aux tentatives des policiers, simplement ballottés d'une force à une autre, pour comprendre totalement ce qui se passe et qui est exactement Stefan Horwitz. Dans tous les cas, nous avons ici l'un des médiums les plus puissants de l'histoire du cinéma, mais également l'un des moins célèbres et des plus mystérieux, à découvrir d'urgence. Retour aux États-Unis pour un petit film méconnu, certainement pas parfait, mais que je trouve assez intéressant pour avoir envie de vous en parler. Door in the Woods de Billy Chase Gofford. Et dans ce film, nous avons un médium haut en couleur et très original. Uriah, interprété par C.G. Jones, un acteur afro-américain sourd que vous allez normalement voir dans l'une des suites de Avatar selon des informations qu'il m'a lui-même données. Mais bref, Uriah est un médium qui normalement se contente de venir bénir les maisons de ses clients, les rassurer sur leur avenir, leur donner différents conseils, etc.
Mais quand la famille d'Evelyn découvre par hasard une étrange et effrayante porte qui se tient au milieu des bois, puis que leur enfant disparaît mystérieusement, c'est bien Uriah qui lui vient en aide, afin d'aller affronter les démons qui ont enlevé l'enfant et qui sont bien sûr liés à cette fameuse porte qui donne son nom au film. Uriah, de par sa surdité, s'exprime de façon inhabituelle, ce qui, comme pour Tangina Barons, contribue à lui donner un petit quelque chose en plus en tant que médium. Souvent, ceux-ci ont un sens altéré, ce qui a un lien avec le développement de leur sixième sens, comme c'est le cas ici. De plus, Uriah puise son savoir dans des religions monothéistes, mais également de croyances inspirées du vaudou, pour ne citer que lui, et cela lui donne également une aura un petit peu différente. Pour finir, son look excentrique achèvera de lui donner le potentiel de devenir un personnage absolument mythique qui porte une grande partie du film sur ses épaules et dont vous aurez envie de suivre les combats face à des menaces surnaturelles. À découvrir très rapidement. Personnage un petit peu différent cette fois, ce cher Johnny Smith, interprété par le légendaire Christopher Walken dans Dead Zone du encore plus légendaire David Cronenberg, adaptation du roman d'une autre légende, Stephen King. Ça fait beaucoup de légendes, vous en conviendrez. Toujours est-il qu'après un terrible accident qui le laissera dans le coma pendant 5 ans, la vie de Johnny change radicalement. Il n'a plus son boulot de professeur, sa fiancée s'est mariée avec un autre, ses parents ont vieilli et il a désormais du mal à marcher après être resté inactif aussi longtemps. Mais surtout, il a désormais des capacités psychiques étranges qui lui permettent d'avoir des images de l'avenir ou des informations liées à une personne précise au moment où il a un contact avec cette personne. Forcément, il lui faut un temps d'adaptation pour s'habituer à ce nouveau don qui lui permet d'aider de nombreuses personnes, jusqu'à la police même qui lui demandera de l'aide lors d'une enquête sur un tueur en série qui sévit dans la région. Isolé et peu attaché à sa nouvelle vie, aider ceux qui l'entourent lorsqu'il en aura l'occasion, agir pour le bien de la communauté et de la société deviendront des objectifs primordiaux pour lui car, comme vous le savez tous et toutes, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et à travers Johnny, nous aurons un aperçu de pas mal de dérives sociétales qui donnent lieu à diverses critiques et auxquelles notre personnage tente tant bien que mal de s'opposer. De plus, transformer un professeur en médium est un choix pertinent, vu que c'est peut-être à la base l'un des métiers qui a le plus d'impact sur notre avenir à tous, au moins en théorie. Johnny avait peut-être finalement le pouvoir de changer le futur depuis le tout début. À vous de juger. Direction la Corée du Sud pour un film dont j'étais obligé de vous parler tôt ou tard, Bunshin Saba de Han Bi-yong-gi. Dans cette œuvre culte en Corée et fortement inspirée par la J-horror moderne, des jeunes filles utilisent une sorte de Ouija pour lancer la malédiction de la Bunshin Saba sur des lycéennes qui les martyrisent. Ce rituel relâchera le fantôme d'une jeune fille nommée Kim In-suk qui se mettra à éliminer une par une les harceleuses, mais qui ne s'arrêtera pas là et cherchera à posséder le corps de l'une des étudiantes qui l'a invoquée. Et pour l'aider et tenter d'arrêter cette malédiction, l'un des professeurs de l'établissement scolaire attaqué par ce terrifiant fantôme ira voir l'une de ses amies, Oh Ki-hyeong, pour libérer la jeune fille. Vous l'aurez compris, Oh Ki-hyeong, dont je massacre très certainement le nom, ce pourquoi je vous prie de m'excuser, est notre médium et elle utilise des méthodes très différentes de ceux que nous avons vus jusqu'ici. En effet, cette médium utilise une sorte d'hypnose pour révéler ce qui se cache dans l'inconscient de l'étudiante malheureuse en utilisant des lampes de couleur et un son répétitif, ce qui n'est pas sans rappeler le procédé utilisé dans l'Exorciste 2 que j'ai déjà traité sur la chaîne. Alors en soi, l'hypnose est à différencier des pratiques de médium conventionnelles, si j'ose dire, mais ici, Oh Ki-hyeong est très porté sur les esprits et emploie cette méthode très clairement pour mener une sorte d'exorcisme. Elle utilise donc en quelque sorte la science pour combattre la menace surnaturelle qui s'attaque à toutes ses étudiantes. Et même si c'est en définitive un personnage très secondaire dans le film, je trouve qu'elle méritait amplement de figurer dans cette petite vidéo. Alors ici, nous avons clairement l'une des héritières directes de Tangina Barons, Sarah Crawford, alias Zarabeth, qui apparaît dans Witchboard de Kevin Tenney. Zarabeth est appelée par un couple dont la jeune femme est harcelée par un esprit maléfique après avoir utilisé un petit peu trop souvent une planche Ouija. Présentée comme l'une des meilleures médiums de la région, Zarabeth a un look des plus excentriques, mélange de hippie, de punk, gothico new age, bref, appelez ce mélange comme vous le voulez, et se comporte de façon tout aussi délurée. Adepte de punchlines bizarres, de bulles de chewing-gum et d'artifices visant à lui donner des airs mystérieux, Zarabeth a malgré tout de véritables connaissances et ses conseils sont le plus souvent avisés, et ce, malgré son jeune âge.
Son apparence et ses manières, complètement exagérées, servent, contrairement à Tangina Barons, à la décrédibiliser aux yeux du spectateur, mais surtout à ceux des personnages, qui se demandent à quel drôle d'oiseau ils ont affaire. Et elle doit gagner son crédit de par ses actes, ce qui nous permet de davantage croire à ses prétendus pouvoirs. Malheureusement pour elle, malgré tous ses talents, l'ampleur de la menace sera beaucoup trop grande pour elle, et elle ne réussira pas à aider nos héros, ce qui fait d'elle un personnage extrêmement secondaire, mais qui parvient malgré tout à rester un tant soit peu mémorable, notamment grâce au jeu de Kathleen Wylot. Et cette fois, nous avons bien entendu l'héritière la plus célèbre de la légendaire Tangina Barons, la grande Elise, médium et héroïne principale, finalement, de la franchise Inside Use. Et il n'y a pas vraiment de secret, si vous comparez les deux, vous trouverez énormément de similitudes entre Poltergeist et le premier volet de Inside Use, et parmi elles, bien sûr, le rôle de la médium. Même si Elise semble moins sortir d'une bande dessinée et est donc moins excentrique, elle est également présentée par son équipe comme l'une des plus grandes médiums et bénéficie d'une très grande expérience. À travers les 4 opus de la franchise, nous pourrons la suivre à travers des tas d'aventures différentes, face à toute une galerie d'ennemis surnaturels, tous plus terrifiants et dangereux, les uns que les autres, et forcément, avec le temps, Elise est devenue l'une des médiums les plus iconiques de l'histoire du cinéma, et la plus connue du jeune public à n'en pas douter. En connexion avec l'autre monde, elle est dotée de connaissances occultes incroyables, et d'une sensibilité exacerbée, mais surtout, d'un courage à toute épreuve qui lui aura permis d'aller jusqu'au bout de véritables cauchemars pour aider les victimes d'esprits maléfiques, et ce, malgré ses réticences, car la malheureuse a souvent essayé d'arrêter sa carrière de médium. Bref, il n'y a plus vraiment besoin de présenter Elise, ni même son interprète, la géniale Lin Shaye, très habituée des films d'horreur et à qui le rôle de médium va comme un gant. Nul doute qu'elle risque d'avoir de nombreux votes en sa faveur dans vos commentaires pour avoir un bestiaire de l'horreur qui lui serait consacré. Mais donnez une chance aux autres personnages, s'il vous plaît. Allez, je triche un petit peu pour cette dernière entrée et je mets 2 personnages car ils se répondent peut-être un petit peu. Chizuko Yamamura, mère de Sadako, mon fantôme fétiche et égérie de la saga Ringu, était une médium et était utilisée par un célèbre docteur pour essayer de prouver au monde entier que ses pouvoirs psychiques étaient réels. Malheureusement, elle fut traitée d'escroc par des journalistes et son honneur fut complètement bafoué, ce qui l'amènera indirectement au suicide et transformera le caractère de sa fille ainsi que sa vision du monde. À côté, nous avons Nakagawa Kawamata, mère de Kayako Seiki, fantôme de la saga Ju-On ou The Grudge et qui apparaît dans le 2e opus du The Grudge américain. Et elle était une Itako, sorte d'exorciste japonais que l'on peut plus ou moins comparer aux médiums tels que nous les connaissons et qui utilisait sa fille pour emprisonner les maux qu'elle enlevait des gens qui venaient lui demander ses services. Selon cette version, c'est donc elle qui est responsable de la malédiction qui frappera la pauvre Kayako en l'obligeant à avaler toutes ses mauvaises énergies. Et c'est ça qui lie les 2 personnages et qui permet de dresser un nouveau parallèle entre Sadako et Kayako. Leurs mères sont les causes, directes ou indirectes, au moins partiellement, de leurs conditions de spectre vengeur. Cela accentue encore un petit peu la place des femmes au sein des fantômes japonais, une présence dont on peut tirer certaines conclusions pas forcément très positives et encore amplifiée par l'absence de père de ces mêmes personnages. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une future vidéo, mais je ne rate jamais une occasion de parler de ces films et là, c'était gratuit. Et c'est avec ces 2 personnages encore une fois très secondaires que se clôt cette vidéo. Bien sûr, j'aurais pu parler d'autres films, comme The Strangers ou Jusqu'en Enfer ou même Conjuring ou bien d'autres encore. Mais il faut faire des choix et j'espère que je vous aurai quand même fait découvrir ou redécouvrir des films qui vous intéresseront. N'oubliez pas de voter pour le personnage qui vous intéresse le plus dans les commentaires. Vous trouverez également toutes les informations par rapport à Reach Shadow Legend dans la description. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.